La capitulation est là, est-ce que c'est pas le moment parfait pour faire nos soldes? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août. J'espère évidemment que vous passez de très bonnes vacances malgré le contexte du marché qui est très mitigé actuellement. Et c'est pour cela aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, qu'on va faire l'épisode d'août du portefeuille challenge sur lequel on va recharger donc 500 $ sur 5 cryptos différentes, toujours avec l'objectif de faire la meilleure performance en fin 2024, début 2025. Mais avant tout ça, je vais vous montrer des graphiques ultra pertinents qui me font penser en tout cas que on est très proche du bottom de cette correction et qu'on devrait repartir dans les prochaines semaines. Et vraiment, je vous ai sélectionné les meilleurs parmi les centaines que j'ai regardées, donc je pense vraiment que ça vous sera utile. Bref, on a donc beaucoup de pain sur la planche. Et avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si vous pouvez vous abonner en cliquant juste en dessous, ça m'aiderait énormément à développer la chaîne, surtout dans ces périodes un petit peu mitigées. Et de votre côté, ça vous permettra d'être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et comme d'habitude, on prépare du très lourd pour la suite. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Trêve de blabla, on passe à la vidéo. C'est parti. Alors, pour commencer un petit peu avec le contexte global, quand on regarde en mensuel, pour ceux qui n'ont pas ouvert les charts, mais je pense que vous êtes beaucoup à checker assez régulièrement vos portefeuilles, ça a été catastrophique. On a perdu près de 40% sur la plupart des cryptos. On voit le Starknet à moins 30%. Il y a quelques cryptos qui ont bien performé sur le mois, mais vous pouvez voir que sur le top 100, ça reste une minorité. Et évidemment, comme vous le savez, dans ce genre de période un petit peu de capitulation, le mieux, c'est de dézoomer. Et comme on voit, quand on dézoome, on a de super belles performances. Et l'important, ce n'est pas de voir d'où on part, mais surtout où est-ce qu'on va aller après cette capitulation. Est-ce que la capitulation est terminée? Je vais vous montrer des graphiques très intéressants qui nous montrent que le plus dur a l'air d'être passé. Cette capitulation, qu'est-ce qu'elle a engendré? Elle a engendré évidemment un climat de peur sur le marché qu'on voit parfaitement avec le Fear and Greed Index. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est à 31 sur le Fear and Greed. On était à 25 hier et 17 la semaine dernière lorsqu'on a eu vraiment le crash absolu où Bitcoin a touché les 49 000 $. Et ce qui est très intéressant à voir ici, c'est ça. Donc ça, c'est le crypto Fear and Greed sur un intervalle de temps plus important. Voilà, donc quand on voit sur le maximum, on peut voir que là, on a été à des niveaux de peur de 20, ce qui est un niveau équivalent de peur à celui du 10 novembre 2022, donc novembre 2022, lors du crash FTX. Donc est-ce que vous réalisez qu'on se trouve à peu près 60 000 $ à l'heure actuelle et on a un même climat de peur que ce qu'on a eu lors du crash du deuxième plus gros exchange? Pour ceux qui étaient là, c'était vraiment catastrophique. Tout le monde pensait que les cryptos allaient aller à zéro, en tout cas la majorité. Tout le monde capitulait. Et là, on est sur les mêmes niveaux de peur alors qu'on est 4 fois plus haut. On était aux 15 000 $ à ce niveau-là. Là, on est aux 60 000 $. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est absolument parfait pour nous parce que les investisseurs peu expérimentés sont en train de paniquer totalement et de vendre les cryptos aux gros investisseurs. On va voir par la suite que les gros sont en train de se régaler de jour en jour et profitent de ce climat de peur pour accumuler encore plus de Bitcoin et de crypto-monnaies en général. Au niveau de l'Altcoin Season Index, qui est aussi important de regarder, donc évidemment il n'est pas à prendre au pied de la lettre, tout ça c'est des indicateurs à prendre en compte dans leur globalité pour essayer de faire une analyse rationnelle. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit évidemment qu'on est dans une Bitcoin Season, c'est le Bitcoin qui prend le plus de valeur quand ça monte et c'est celui aussi qui en perd le moins quand ça descend, surtout c'est la valeur refuge un petit peu de l'écosystème crypto. Et on est au 22, il y a très peu d'altcoins qui surperforment le Bitcoin. On a le Kaspa dont on parle évidemment très souvent sur la chaîne, qui est pour moi un des grands leaders du bull run à venir et qui a aussi extrêmement bien performé sur les années à venir, sur les mois précédents, pardon. Mais on voit que la majorité des crypto-monnaies du top 100, du top 50 plutôt, ont sous-performé le Bitcoin qu'on voit juste ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on va repartir directement en altcoin season? Non, ça veut simplement dire à mes yeux que pour l'instant, on est toujours dans un climat de peur, que le Bitcoin reste la star du marché et qu'il faut donc essayer de réallouer notre portefeuille en fonction, en essayant dans des périodes comme ça de se concentrer sur les leaders de certains narratifs, prendre moins de risques et quand on voit plutôt des retournements, quand on voit que ça repasse un petit peu dans la zone neutre, potentiellement se réexposer à des low caps. C'est comme ça que je vois les choses en tout cas à l'heure actuelle. Maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer quelques indicateurs qui nous montrent qu'on est quand même dans une période ultra intéressante pour recharger. Pour l'instant, on a juste vu qu'on était dans une période de peur, mais comme on peut voir sur ce graphique très intéressant de CryptoQuant, on peut voir tout simplement que la réserve d'Ethereum, donc ça c'est le graphique d'Ethereum. En noir, vous pouvez voir le prix de l'Ethereum. Donc là, hop, il était tombé à 1000 $ à peu près en juillet 2022, c'était vers son bottom, et là il est à peu près à 2700 $ à l'heure de la vidéo, alors que là on a la réserve des Ethereum des exchanges, donc tous les exchanges réunis, qui ne cessent de baisser depuis 2021. On a eu 32 millions de Bitcoin, d'Ethereum pardon, à ce moment-là en 2021. Là on est seulement à 17 millions, on a été divisé par deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand les gens envoient des Ethereum vers les exchanges, c'est qu'ils veulent vendre leur Ethereum. Lorsque les gros, les whales, les fonds d'investissement prennent les Ethereum et les mettent sur leur wallet privé,
À l'inverse, ça veut dire qu'ils veulent garder leurs Ethereum et veulent vendre tout simplement à un prix beaucoup plus élevé. Et là, comme vous pouvez voir, de plus en plus d'Ethereum partent vers les wallets privés, ce qui veut dire que bientôt on n'aura plus d'Ethereum sur les exchanges. C'est un principe basique de l'offre et la demande. Moins il y a d'offres disponibles avec une demande constante et plus le prix explose. Donc très bon signe. Si je vous montre sur Bitcoin, on a exactement la même. Donc là, on a eu la grosse baisse avec octobre 2022. Donc là, avec le crash FTX où les gens ont retiré toutes leurs Bitcoin, la plupart de leurs Bitcoin des plateformes d'échange pour les garder, avoir leurs clés privées. D'ailleurs, c'est très important d'avoir ses propres clés lorsqu'on a des montants importants en crypto. Là, ça avait stagné et là, on rebaisse. Depuis cette stagnation, ça veut dire que les whales sont en train d'accumuler et de retirer leur Bitcoin des plateformes d'échange. Donc c'est ultra positif pour la suite du marché. Là, on est sur un niveau qui est extrêmement bas, presque 2 fois inférieur à ce qu'on avait en 2021. Donc c'est un des points qui est aussi très positif pour la suite du marché. On passe au troisième graphique assez rapide que je voulais vous présenter. Vous savez qu'on a le halving tous les 4 ans qui réduit les récompenses en Bitcoin des mineurs par 2. Donc c'est un événement qui en général engendre une belle période haussière 6 mois après en général. Évidemment, ça ne veut pas dire que ça va forcément se reproduire, mais en tout cas sur les 3 cycles précédents, on a eu ce pattern qui s'est produit. Et on a aussi un événement qui est cyclique et qui a lieu exactement la même année du Bitcoin, c'est les élections présidentielles américaines. On peut voir que là, ça a eu lieu quasiment en même temps à ce niveau-là et une explosion haussière à la suite. Encore une fois ici, une explosion haussière et encore une fois, donc en 2021, l'explosion haussière qu'on a eue à la suite des élections présidentielles. Et là, on arrive encore une fois à peu près au même niveau. En 2024, on a le halving, une période de stagnation qu'on a en orange et les élections présidentielles. On a un candidat qui est très pro-crypto, donc Donald Trump que vous connaissez. Est-ce qu'il va être élu, est-ce qu'il va pas être élu? On ne sait pas. En tout cas, c'est cette concordance des deux événements qui est en général très positif pour le marché des cryptos parce que il y a de plus en plus d'Américains qui ont des cryptos. Donc, les politiques se doivent d'en parler. En France, on est encore une fois extrêmement en retard. Aux États-Unis, à l'inverse, c'est un sujet qui est mis sur la table. On a Trump qui fait des conférences Bitcoin. Enfin, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus présent que en France. Et donc, forcément, ça donne de la visibilité au marché, ça donne de la crédibilité et en général, ça fait venir de nouveaux arrivants, ce qui fait naturellement augmenter la demande et donc augmenter le prix de cet actif. Le dernier graphique que je voulais vous présenter qui est de Glassnode, c'est encore une fois une comparaison par rapport au cycle précédent et qui vient résumer un petit peu tout ce qu'on a dit là. Même s'il y a eu des capitulations, vous voyez votre toilette dans le rouge ces derniers temps, prenez du recul parce que si on compare aux autres cycles, c'est exactement ce qu'on a vécu sur les autres cycles. On est à peu près ici et 3 mois après, on a en général les poussées haussières. Évidemment, vous voyez que c'est jamais exactement la même chose. Là, le cycle 2024 est en noir. On a en vert le cycle 2018-2022 et en bleu le cycle précédent encore, 2015-2018. Là, on est à peu près à ce niveau-là. Vous voyez que ça se reproduit quand même assez simultanément et en général, c'est quelques mois après qu'on a l'explosion haussière. Est-ce qu'on va l'avoir malgré le contexte macroéconomique assez particulier? On ne sait pas, on peut jamais en être sûr. Maintenant, n'oubliez pas qu'en 2021, il y a eu le Covid, donc une pandémie mondiale. On a eu un flash crash. Les gens ont dit que c'était fini et finalement, c'était la meilleure opportunité d'investir dans le marché crypto. Donc, pour conclure tout ça, avant de passer aux achats sur le portefeuille, pour moi, ça résume parfaitement la situation actuelle. On se trouve à peu près dans cette période-là. Donc, c'est un moment intéressant pour recharger si vous avez des liquidités de côté. Je me suis exposé à titre personnel et je pense que sur le portefeuille challenge, c'est aussi un très bon moment d'accumuler des crypto-monnaies à fort potentiel sur des narratifs intéressants et qui restent leaders du marché. Comme on a dit tout à l'heure, les low cap, ça vient plutôt dans des périodes où on a plus de confiance. À ce moment-là, pour moi, c'est bien de privilégier plutôt les crypto-monnaies leaders dans leur narratif pour ne pas prendre trop de risques au moment où on a une capitulation et une peur sur le marché global. Et c'est parti, parenthèse fermée, rentrons dans le vif du sujet maintenant qu'on a mis un petit peu les bases sur le contexte actuel, en tout cas sur la vision que j'ai du marché. Évidemment, je peux me tromper, mais sur toutes les analyses que j'ai faites des charts on-chain, la plupart des choses sont positives, à part évidemment la macroéconomie avec potentiellement si on a une 3e guerre mondiale, évidemment que les cryptos vont pas exploser. On va pas s'avancer sur des scénarios qui ont quand même très peu de chances d'arriver. On essaye d'analyser les choses de manière rationnelle. On se retrouve sur la plateforme d'échange, sur BingX encore une fois. Pourquoi BingX? Il y en a qui me demandent. C'est vrai que c'est un échangeur un peu moins connu que la plupart. On a vu que Bybit a fermé ses portes, pardon. BingX, c'est une plateforme qui a le moins de frais. Je suis pas payé pour dire ça, hein. C'est juste l'une des plateformes que j'utilise le plus avec BitGet, comme vous savez. BingX nous permet d'avoir des crypto-monnaies low cap et mid cap. Donc il y a plus de crypto-monnaies qui sont listées que sur Binance et ils ont tous les garanties de sécurité qu'on connaît avec leurs wallets qui sont publics, c'est-à-dire on peut aller vérifier s'ils ont bien les fonds.
Donc c'est quand même très rassurant. Depuis qu'on a eu FTX, on essaye de faire attention, même si attention, je vous dis de jamais laisser trop de fonds sur les plateformes d'échange par souci de simplicité. Et pour le portefeuille, on essaie de tout garder ici. Si vous voulez évidemment créer un compte, il y a pas mal de bonus, premier lien en description. C'est totalement gratuit et ça vous permet d'économiser des frais. Donc on se retrouve directement sur le wallet pour faire un point. Pour l'instant, on est à 2400 $. J'ai rajouté du coup les 500 $ d'USDT puisqu'on va recharger 500 $ aujourd'hui. On va faire un point sur tout ce qui s'est passé, mais on a investi l'équivalent de 3000 $ à l'heure actuelle. Donc on est en négatif. Je le rappelle évidemment que on a commencé au plus haut de mars. Pourquoi? Tout simplement pour montrer qu'on pouvait avoir de bonnes performances sur le bull run, même si on commençait tout simplement à un moment qui était considéré comme le pire moment. Évidemment que c'est bien plus simple de commencer au plus bas du bear market, ce qu'on a pu faire sur les portefeuilles, sur ceux qui étaient là à ce moment-là. Donc on a rechargé beaucoup pendant le fond du bear market. Évidemment donc sur les wallets sur lesquels on a rechargé sur ces prix, on est largement positif. Mais là, le but de ce wallet, c'est vraiment d'être à long terme et de montrer que oui, on est en négatif. Tu vois, le but c'est d'être complètement transparent là-dessus. Mais pour moi, fin 2024, début 2025, ce wallet sera largement positif et c'est un wallet à prendre à titre d'exemple. Le but n'est pas de copier-coller évidemment, mais de montrer que même en commençant sur une période un peu euphorique de mars 2024, on peut faire de très belles choses et ce n'est pas trop tard pour investir en crypto-monnaie. Donc si on fait un bref récap, on a le Kaspa leader qui a plus 30%, donc la position qu'on a dans le vert. On a beaucoup rechargé sur la baisse qui est, voilà, on va en reparler un petit peu, mais une crypto pour moi qui est l'une de mes plus grosses lignes et de mes plus grosses convictions, assez capitalisée, mais en termes de risk-reward, c'est super intéressant. 30% ici. On a du Tao à moins 10% et ensuite des low cap qui se sont fait déchirer. Voilà, on va être honnête, moins 40, moins 45, moins 49 et moins 80 même pour le SMH. On s'est complètement fait déchirer parce qu'on a rechargé des low cap, mais le but c'est vraiment de montrer un petit peu tout ça et de surtout voir que ces low cap en période haussière, étant donné que c'est des projets très sérieux sur lesquels il y a des bons fondamentaux, pour moi, je ne suis pas inquiété parce que c'est normal qu'elle prenne plus cher que le Bitcoin dans des périodes baissières et dans les périodes haussières qu'elle surperforme largement ce Bitcoin. Cependant, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recharger plutôt des crypto-monnaies plus leaders dans leur secteur pour pouvoir limiter le risque en cas de prochaine baisse parce qu'on peut encore baisser un petit peu et lorsqu'on repart, se reconcentrer sur des crypto low cap et exposer un petit peu plus de risques à ce niveau-là. Et c'est parti, les 5 crypto-monnaies que j'ai choisies sur lesquelles on va recharger 100 $ sur chacune. On va pas passer par 4 chemins et évidemment on commence par le Kaspa. C'est celle qui est dans le vert mais c'est la plus résiliente du marché, une des plus résilientes en tout cas du top 100. Regardez, ça c'est la courbe du Kaspa contre le Bitcoin, c'est somptueux. Donc là on était sur un canal baissier, on a cassé à la hausse. Voilà, c'est très résilient. Résilient, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que face à Bitcoin qui est le leader du marché, elle perd de la valeur évidemment parce que tout le monde a perdu de la valeur dans ces derniers mois contre Bitcoin, mais très peu, c'est très solide, ça recasse à la hausse. Donc je pense sincèrement que c'est l'un des grands leaders de ce marché. J'en ai parlé à maintes reprises, je pense en faire une vidéo complète là-dessus. Pour moi, c'est quand même une très forte conviction. Donc même si c'est celle dans le vert, le but c'est d'accumuler le plus à la hausse comme à la baisse pour pouvoir avoir le meilleur prix de revient et pouvoir tout simplement vendre dans les périodes euphoriques qu'on devrait avoir. En tout cas, c'est ma conviction en fin d'année 2024. Donc comment on fait? L'avantage sur ça, c'est qu'on tape directement le CAS, on clique juste ici, il est à 17 centimes, on a rechargé pas mal à 12. Faut pas se dire où est-ce qu'on a rechargé avant, puisqu'on peut se dire on a rechargé à 12 donc on attend que ça redescende, c'est où est-ce que ça peut aller. Et pour moi, voilà, je me mouille encore une fois sur la chaîne, mais le Kaspa c'est plus d'1 $ fin 2024, début 2025. C'est ma conviction, je peux me tromper, mais c'est comme ça que je vois les choses. Donc 100 $, on va essayer d'aller vite, parce que franchement, l'analyse du début, ça reflète un petit peu mes pensées là-dessus. On achète en spot, en marché, 100 $ de Kaspa, on confirme, et c'est parti. On voit qu'on a acheté nos Kaspa supplémentaires. On a le petit ordre qui est là. Je sais pas pourquoi on voit pas les ordres précédents sur Kaspa. Ah si, on le voit, c'est là la moyenne d'achat qu'on a. Donc on a une moyenne d'achat beaucoup plus basse évidemment à 13 centimes, mais on continue d'accumuler parce que le projet est très intéressant. Allez, sans plus attendre, on passe au deuxième projet qu'on accumule et comme je vous ai dit, on se concentre sur les leaders de chaque narratif. Et pour moi, le Tao qui a complètement dévissé, a perdu moins 80% de sa valeur. Et encore super intéressant. Donc on a quand même un beau prix de revient du Tao. Il me semble qu'on doit être proche des 317, on va voir tout à l'heure. Mais là, vous pouvez voir, on a eu une purge. Donc on a perdu les lots là. Donc on a liquidé tout simplement les acheteurs à levier qui ont mis leur stop loss ici. Donc là, c'est un peu technique. Généralement, si vous voulez être investisseur et pas vous prendre la tête, DCA du Tao, pour moi, c'est quand même une valeur sûre, c'est le leader de l'IA, même s'il y a maintenant Asie, la nouvelle crypto qui va aussi faire parler d'elle. C'est un leader, la team est très solide, la tokenomics est ultra intéressante. Là, j'avais mis ce niveau qui pour moi était un beau niveau, mais là, voilà, on est très proche de là, on est au moins 300 $.
Pour moi, c'est super intéressant. On va aller sans plus attendre, sans trop argumenter. Mais le Tao, on continue d'en accumuler doucement mais sûrement, $100 par $100. Et le Tao, encore une fois, on se mouille sur la chaîne. Le but, c'est vraiment d'aller taper les 4 chiffres, hein, d'aller taper plus de $100, de $1000, pardon. C'est pas trop se mouiller parce que il est déjà allé à plus de 700 en période sans trop d'euphorie. Donc pour moi, le Tao à plus de $1000, c'est quelque chose de tout à fait envisageable et c'est pour ça qu'on va recharger pour $100 de Tao. Maintenant qu'on a vu ça au niveau de l'intelligence artificielle, on va se diriger vers tout ce qui est rendering et évidemment on a donc tout ce qui est d'épines, donc rendering qui est aussi un narratif très intéressant. On a deux candidats, on a le Akash et le render et aujourd'hui on va recharger plutôt les deux. Pourquoi les deux? Parce que le render est numéro 1, il a extrêmement bien dévissé à plus de 80% et il se trouve quand même sur une zone, voilà, une mèche comme ça montre qu'il y a énormément d'acheteurs sur le marché qui sont en train de se repositionner et vous pouvez voir que graphiquement c'est extrêmement bon. On vient retester la ligne qu'on a eu ici, donc en support, on a touché là, hop, on remet le Fibo ici. On a touché cette ligne des 786, donc un gros support, on a l'air de repartir et ça reste le leader du secteur des pins de rendering. Quand on voit Nvidia dans le secteur du marché traditionnel, c'est voilà, c'est pour moi une valeur assez sûre dans un secteur qui est voué à l'expansion dans les prochaines années avec l'intelligence artificielle qui se développe, de plus en plus de demandes à ce niveau-là de machine learning. Donc pour moi, acheter du render sur ces niveaux de prix à $4, c'est super intéressant, sachant qu'il a touché les $13. On va recharger ça et pareil pour le AKT, donc c'est render, c'est la première fois qu'on rentre sur le projet sur le portefeuille, mais voilà, on recentralise sur les crypto-monnaies les plus capitalisées, les leaders de leur narratif pour limiter les risques et on se diversifiera sur des low cap plus tard dans le cycle. Donc on met $100, on achète et c'est parti, on passe directement au Akash, on enchaîne parce que c'est à peu près la même chose. On a eu une belle distribution ici. Donc là, regardez. Là, ouais, bon, là, c'est quand je suis rentré, du coup, à titre personnel. Donc, on avait fait une analyse. J'en avais parlé aussi sur la chaîne, mais voilà, on est rentré à ce niveau-là. Vous voyez, on a retesté parfaitement la ligne rouge avant de repartir. On avait une tendance haussière. Donc là, c'était un point d'entrée magnifique. Mais là, regardez, on retourne quand même sur des niveaux assez intéressant. On était proche des $2 et à $3, sachant qu'on a touché les $7, c'est ultra intéressant. Pour moi, le Akash, c'est plus de $10 sur le prochain cycle et même si c'est pas le leader numéro 1, il est, on va dire, en concurrence avec Render, avec deux approches assez différentes. Lui plutôt concentré à Akash sur le cloud décentralisé, qui est aussi un narratif qui sera évidemment beaucoup plus en vogue dans les prochains mois. Et c'est pour cela qu'on tape sans plus attendre le AKT. On recharge $100 et on achète. Voilà, quand on regarde AKT au niveau de Token Unlock, un site qui est très intéressant pour permettre de voir les libérations. On a, voilà, la tokenomics est magnifique parce qu'on n'a pas de grosses libérations d'un coup, comme on va voir avec un projet juste après, mais voilà, c'est linéaire. Au niveau de la répartition, la team à 7%, même si fondation, etc., ça revient indirectement à la team parfois. Donc ça reste 70% de minage. C'est des tokenomics très propres, il n'y a pas de grosses libérations. Et on est à 60%, il me semble, de tokens qui sont déjà émis à peu près. Donc voilà, ça reste un projet très intéressant sur lequel je mise beaucoup à titre personnel et c'est pour ça que je m'y expose sur le wallet. Et le dernier projet qu'on va recharger, c'est un projet des RWA qui est un narratif dont on parle à maintes reprises. Et pourquoi on ne va pas recharger le Hondo aujourd'hui qui est le leader, alors que je dis depuis tout à l'heure qu'on recharge les leaders. Vous pouvez voir que graphiquement c'est propre. On a retesté la ligne rouge que voilà, j'avais tracée avant qu'on reteste parce que c'était le niveau des 0,618 qui est un très fort niveau de Fibonacci. On est allé faire une purge et ensuite ça a été très fortement racheté. Donc c'est le leader, c'est le numéro 1. On peut le recharger, c'est tout à fait possible, mais le gros problème c'est ça. Pareil sur Token Unlock, comme on a vu tout à l'heure, regardez la différence. Donc ça c'est le Akash, magnifique, linéaire, près de 60% qui est déjà émis. C'est exactement ce qu'on veut voir sur un projet. Et là le Hondo à l'inverse, regardez la libération qu'il va avoir ici en janvier 2025, donc tous les janviers, il y a de janvier 2026, janvier 2027, à chaque fois, tous les janviers, il y a une libération considérable. Je pèse mes mots parce que regardez, il y a 134% qui va être émis en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ici, on va doubler la circulating supply de Hondo. Donc ça va évidemment énormément diluer. On va passer au double. Donc voilà, ça va être pour moi un carnage. Le projet est très intéressant hein, dans les RWA, c'est le numéro 1 en termes de capitalisation, de valorisation. Mais pour moi, quand je vois ça, pour moi c'est red flag. Je peux pas rentrer dans quelque chose où il y a d'aussi forte libération et qui n'est pas linéaire. Il y a encore énormément d'inflation à venir sur le token. Donc pour moi, c'est pas intéressant d'entrer dessus. Contrairement au Rio dont on parle évidemment beaucoup sur la chaîne. Le niveau des 618 a cassé comme vous pouvez voir.
même si on avait rechargé, il me semble ici, ça avait tenu à 2 reprises, ça a cassé à la baisse. On avait rechargé beaucoup, je l'avais présenté sur la chaîne de 13 centimes, voilà, donc j'en reparle, mais voilà, c'était à peu près ici. On a eu une explosion haussière, donc à titre personnel, j'ai évidemment vendu un petit peu dans la hausse, parce que quand on passe de 13 centimes à 3 $ et qu'on fait x30, faut être vraiment stupide pour pas prendre de profit, pardonnez-moi du terme, mais voilà, j'ai pris des profits, j'ai quand même une grosse position que je garde, j'ai pris qu'une partie de profit, j'ai repris ma mise initiale évidemment en x30, enfin, j'ai pas vendu en x30, hein, mais j'ai vendu un petit peu là, à ce niveau-là, j'ai vendu un petit peu là, voilà, j'ai vendu en 3 fois, il me semble, et là, on retrouve des niveaux très intéressants. On a d'ailleurs là la moyenne mobile qui est juste ici en bleu, qu'on voit très légèrement. Ça a touché, ça a été très fortement racheté. Et pour moi, c'est donc un niveau de prix super intéressant. Donc on a touché les 786 d'un coup et on a rebondi. Il y a une forte demande acheteuse. C'est un des seuls projets RWA qui est SEC compliant. Ça veut dire que il répond aux normes de la SEC, Sécurité Exchange et Marché, qui est, vous devez connaître, voilà, qui a attaqué en justice Ripple et pas mal d'autres sociétés crypto. Donc être en accord avec la SEC en général, c'est quand même un bon point. Voilà, il y a énormément de bons points sur Rio. Je vous laisse voir ma vidéo là-dessus qui date de quelques mois mais qui est toujours assez d'actualité. Donc pour moi, Rio en RWA, c'est ma plus grosse position à titre personnel. Même si c'est plus risqué, hein. Attention, c'est quand même une plus low cap. J'ai dit qu'on est limité low cap, mais en RWA, pour moi, c'est le projet le plus sérieux à mes yeux, même s'il est moins capitalisé qu'Ondo. Mais en termes de tokenomics, etc., de team, de projet, d'écosystème, c'est le plus intéressant. Donc on va tout simplement aller recharger. Donc là, c'est le Akash qu'on vient de recharger. Et les 100 $ restants qu'on va recharger sur le Rio qui a pris 8% dans la journée. C'est embêtant. Enfin, c'est embêtant. On voit ça à long terme évidemment, mais on aurait bien aimé profiter des 8%. Vous voyez quand même comment c'est fortement racheté. On commence à réavoir des structures ici. Donc là, c'est notre moyenne d'achat qui est ici. Et là, on va la baisser grâce aux 100 $ qu'on va rajouter. On valide et on est bon, on a acheté là, donc ça va baisser notre moyenne d'achat. Et on est bon sur le wallet, on va faire un petit tour sur le wallet global pour que vous puissiez le voir. Donc là on est en perte, hein, je le redis, c'est important, parce que voilà, on a eu une période baissière et quand on est exposé à des cryptos autres que Bitcoin, on a pris encore plus cher. Mais voilà, le portefeuille commence à ressembler vraiment à quelque chose, je suis content du portefeuille à l'heure actuelle. On a quasiment 10 cryptos, on va essayer de se limiter à ça pour ne pas trop se diversifier, parce que trop se diversifier c'est aussi limiter les gains, parce que avoir une crypto qui explose, ça fait pas beaucoup monter le wallet. On va essayer vraiment de garder les projets les plus solides. Et là, vraiment, on a des gros candidats à mes yeux. Donc voilà, à ce niveau-là, on a 3000 $ investis. Le but, c'est de monter à 5000 $ investis. Et à la fin d'année 2024, du coup, d'avoir une performance qui dépasse évidemment les 5 chiffres. On avait tablé les 50 000 $ de portefeuille total, ce qui ferait environ 1 x 10, qui est tout à fait envisageable, même avec la baisse actuelle. Au contraire, avec la baisse actuelle, je pense justement que c'est de très bonnes zones d'achat. Et pour ceux qui sont en vacances, qui veulent pas se prendre la tête, qui ont déjà des cryptos, prenez du recul, profitez du soleil. Il fait beau en ce moment un petit peu partout en France et le marché donnera encore énormément d'opportunités. Le but là, c'est vraiment de montrer, d'acheter progressivement et de montrer que en fin 2024, lorsqu'on aura l'euphorie, parce que je suis persuadé qu'on en aura une comme on a eu en 2021, on aura des prix sur la plupart des cryptos qui seront bien plus élevés, et à ce moment-là, il faudra être fort, parce que acheter, c'est facile, d'acheter dans la baisse, enfin c'est plus simple quand même, et vendre dans l'euphorie, c'est plus compliqué, et c'est pour ça qu'on sera sur la chaîne pour montrer tout ça. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, une grosse vidéo assez complète, j'espère en tout cas qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire, parce que ça m'aide évidemment à pouvoir vous proposer du contenu que vous appréciez de plus en plus. Si vous voulez continuer sur la chaîne, je suis sûr que cette vidéo vous plaira, et sinon on se dit à très vite pour une prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était CryptoFuego. Ciao.